Bonjour à tous, c'est Antoine et aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis avec Mathieu parce qu'il faut Salut. bien deux rédacteurs pour deux titans puisqu'aujourd'hui on va parler de Godzilla multiplié par Kong, le nouvel empire. S'il vous plaît Hollywood, arrêtez de mettre des V, des X, des VS dans vos titres, c'est trop chiant. Donc le nouveau film du Monsterverse après le bien nommé Godzilla vs Kong qui était sorti en 2021 en pleine période de Covid. Et Le bon, alors, prochain s'appellera Godzilla Z Kong. ouais, ça va être ça. Bon, donc partie du Monsterverse. Alors, toi en plus, t'es déjà revenu sur ton amour du premier Godzilla de Gareth Edwards, que je partage d'ailleurs totalement. Et c'est vrai que malheureusement, la qualité de la saga est pas vraiment à l'avenant sur la suite. Ça a Mais évolué. a évolué dans une certaine direction. Et c'est peut-être par ça qu'il faut qu'on commence avant de parler de Godzilla X Kong. C'est déjà toi, ce que tu penses de Godzilla versus Kong par rapport aussi à ce nouveau volet. Moi, je pense que j'ai préféré le précédent. Alors, je sais que on est dans un peu la haute tech, hein, le truc s'est un peu fait démolir de partout parce que c'était débile. Et finalement, le côté débile, on va en reparler. Pour moi, c'est pas du tout un problème. Et dans le précédent, j'ai trouvé ça mieux mis en scène parce qu'il y a un côté beaucoup plus ludique dans la manière de te teaser quelque chose que tu sais que ça va arriver et de le faire plutôt bien avec un climax qui, moi, m'a fait plutôt rire. Le côté gros goulbi-goulba, terre creuse, Mecha Godzilla, bon voilà quoi. J'ai trouvé ça assez rigolo, bien que lesté par d'énormes défauts, à commencer par des personnages absolument insupportables, Inutile. inutiles, voilà. Mais ça tombe bien, dans la suite, il n'y a plus de personnages du tout, donc C'est une grande qualité. Alors, moi, du coup, c'est vrai que je suis un peu à l'inverse, et c'est aussi pour ça qu'on fait cette vidéo à deux, parce qu'on a vu Godzilla X Kong vendredi tous les deux. Et moi, pour le coup, c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup de mal avec le précédent, avec Godzilla versus Kong. Alors, peut-être qu'effectivement, alors je sais que toi, c'est un de tes arguments pour dire aussi que, parce qu'on l'a vu chez nous à l'époque, du coup, le film était dispo en VOD en France et sur HBO Max aux États-Unis. Moi, c'est vrai que forcément, ça a un peu joué aussi sur l'expérience, mais je trouvais aussi que le versus Kong avait plein de problèmes. Effectivement, bon, d'écriture, ça c'était assez évident, mais je le trouvais finalement, derrière la pseudo-générosité de son climax, je le trouvais quand même très chiche et ça avait pas besoin de durer 2 heures en fait. Là où, pour le coup, et on peut peut-être commencer par là pour parler de ce nouveau Godzilla X Kong, c'est que là, ça y est, ils se sont dit, bon, maintenant qu'on a posé les bases et que ça y est, maintenant le Monsterverse est pleinement lancé avec l'idée que des titans débarquent et se foutent sur la gueule en permanence, là, ils se sont dit, il n'y a plus besoin d'attendre. ouais. Et tu rentres tout de suite dans le dur et ça a le mérite d'être un peu plus funky que ça l'était dans le précédent, je trouve. Ouais, c'est vrai que ça démarre avec Godzilla qui Explose un truc en oblitère Rome. un genre de poulpe au milieu de Rome avant d'aller faire dodo dans sa niche du Colisée. Et tu te dis que t'es parti pour Wild Ride, comme on dit. Là, c'est Faut parti. préciser quand même que toi, t'étais à côté de moi dans la salle et t'as dit, bon, c'est 3 sur 5 ignoble à partir de là. Ouais. Après, je trouve que la suite n'est pas autant, pas aussi réjouissante, on va dire, que peut-être que l'intro où vraiment tu te dis, bon là vraiment ils se sont dit, on va lâcher les chiens et c'est parti. Et d'ailleurs, je pense que c'est assumé complètement de bazarder quasiment la partie humaine. Et toi d'ailleurs, je sais que c'est une des choses que tu as trouvé amusante, c'est le fait que le film ose te mettre des plages de un quart d'heure où c'est pas de dialogue, tu suis juste King Kong qui Ouais. va faire sa petite vie dans la terre creuse quoi. Là on est vraiment dans le délire régressif et même désincarné le plus total pour parfois le mieux, souvent le pire. Mais faut leur reconnaître une générosité, enfin c'est ce qu'on se disait en sortant de la salle, ça nous arrive souvent de sortir de gros blockbusters comme ça et de se dire putain c'était pourri et en plus ça peut même pas se targuer d'être généreux. Et là tu peux dire que c'est pourri, on va en parler, mais tu peux pas dire que c'est pas généreux. Ouais, voilà. Le truc il y va quoi. Surtout, tu vois, c'est vrai que dans l'énergie aussi des blockbusters un peu full CGI de partout, où c'est quand même la question de l'absence de tangibilité de l'image et plus ou moins assumée par le film, je trouve qu'effectivement, là où le film a une qualité que je peux pas lui enlever, c'est effectivement de se dire, c'est vraiment eux nos personnages principaux, c'est Kong, c'est Godzilla, et c'est aussi donc par extension d'autres persos qui débarquent, dont Mini Kong, hein, l'espèce de mini singe qui va accompagner King Kong dans une bonne partie de l'aventure. Et c'est vrai que là, c'est le moment où, dans l'énergie God of War du truc, où Kong avec sa hache et sa petite beubare un peu blanche maintenant vagabonde dans la terre creuse avec Mini Kong qui fait de la merde, je me suis dit, bah en fait,
le fait d'assumer des séquences où effectivement c'est juste leur réaction, ils communiquent comme ils peuvent communiquer et tout se lit sur leur visage. Et tu sens que d'ailleurs c'est ça qui passionne le plus Wingard, d'où le fait que Kong est beaucoup plus présent que Godzilla parce que il y a quand même un anthropomorphisme beaucoup plus simple avec... Godzilla il level up pendant ce temps-là. Voilà, Godzilla level up, mais ça on y reviendra aussi. Mais je trouve que il y a quand même une qualité à assumer, en particulier quand le méchant singe de la Terre creuse débarque pour Scar King. Quand il débarque à ce moment-là, qu'en fait tu comprends qu'ils ont une société et tu comprends le fonctionnement de la société sans qu'il y ait personne qui ait besoin de te donner des dialogues pendant ce temps-là. Juste, tu comprends qu'il y a des questions de rapport de force et c'est archi complexe. C'est très complexe, mais je trouve qu'il y a un truc qui à ce moment-là marche bien. Et pour moi, ça va avec la deuxième qualité de ce film-là, qui est comme tu le disais, qu'ils ont dit les humains, cette fois on s'en bat la race. Parce qu'en fait, pour moi, il y avait un gros problème dans Godzilla vs Kong. C'est ce que j'ai tendance à appeler le syndrome Roland Emmerich. Quand tu sais ce que tu vas voir en salle, et je trouvais que Roland Emmerich, c'était surtout le cas dans Son Godzilla et dans Independence Day, où tu sais ce que tu viens voir, et pour autant, il faut que tu attendes 45 minutes avant que le truc pète vraiment, parce qu'on te crée du build-up inutile pour te mettre tous les personnages pendant ce temps-là. Et tu dis, je m'en fous, je veux voir la Maison Blanche exploser, s'il te plaît, passe tout de suite à ce qui est intéressant. Et dans Godzilla vs Kong, t'avais quand même pas mal ça, avec plein de persos qui traînaient pour rien, qui souvent mouraient comme des grosses merdes dans le deuxième acte ou dans le troisième. Ça servait un peu à rien. Et là, ils se sont juste dit, on garde Rebecca Hall pour l'exposition nécessaire, mais on remet le complotiste du précédent aussi, et on rajoute juste un perso qui pour le coup je trouvais pas mal dans l'énergie du film, qui est donc joué par Dan Stevens, qui joue un vétérinaire de Titan, parce que pourquoi pas, un dentiste un dentiste de Kong, voilà. Un dentiste de kaiju, parce que pourquoi pas finalement, mais qui est un peu taré avec son petit accent british, il a sa petite chemise hawaïenne, il se balade en vaisseau spatial et tout, et je me dis ça, tu vois, dans l'énergie globale du film, ça marche plutôt pas mal et ça pollue pas en fait le reste, je trouve. T'as grosso modo 3 personnages humains. T'as le personnage de Rebecca Hall qui est à peu près le seul sérieux, qui sert à faire une sorte de fil rouge dont tu te contrefous complètement. Et 2 sidekicks. Le sidekick acceptable qui est donc celui qu'ils ont rajouté et qui est à peu près amusant, je suis d'accord. Et bon, ils ont été obligés de garder Monsieur comploto podcaster, mais au secours, arrêtez Hollywood. Les complotistes ne sont pas drôles en fait, stop. Surtout quand ils sont joués de cette manière. Surtout quand ils sont quand même plus ou moins légitimés par le scénario. Oui, puisque Rebecca Hall lui dit qu'il pense outside of the box, donc c'est pour ça qu'elle le veut dans l'aventure. Ça aussi est très Emmerich d'ailleurs, parce que c'est exactement le même personnage que dans Moonfall. Absolument. Un peu plus second degré, donc on pardonne un peu plus, mais quand même. Et autre énergie très Emmerich, tu parlais de la Maison Blanche, mais il y a un quota monument. C'est un film détesté par l'UNESCO, faut le savoir. Tous les un quart d'heure, ils cassent un truc célèbre. Voilà, c'est obligatoire. Une pyramide de Gizeh, le Christ rédempteur, tout y passe. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, en sortant de la séance, on a beaucoup ri en se disant que finalement, Legendary avait produit en quelques mois les 2 extrêmes du blockbuster US. Donc d'un côté, Dune 2, qui est ce truc hyper sentencieux, hyper cérébral, politique, et puis voilà. Qui se prend grave au sérieux, architecture brutaliste. Et de l'autre côté, ce genre de gaudriole totale, la foire à la saucisse du kaiju, c'est la fête du slip. Et en un sens, on peut pas leur enlever une forme de courage, hein, voilà, puisque il faut reconnaître que valider un scénar pareil et lui donner 150 millions de dollars, c'est quand même assez sidérant. Un scénario, ouais, voilà, aussi, hein, mais des trucs écrits qui ont permis que le film se fasse. Mine de rien, pour beaucoup de gens qui aiment le personnage Godzilla et la mythologie qu'il y a derrière, il y a une forme de cohérence, parce que évidemment que ce côté complètement débile est totalement hérité d'une des périodes les plus célèbres de l'existence du monstre au Japon, qui s'appelle l'ère Showa, qui est de l'ère japonaise de l'époque, hein, qui est donc la première partie de l'existence, on va dire, de Godzilla, puisqu'on parle souvent du premier film, qui est évidemment la grande métaphore de la guerre, etc. Mais à partir du troisième, qui était aussi King Kong contre Godzilla, c'est parti en steak total. Godzilla est devenu une figure pour les enfants, c'était une mascotte en fait. Et il est évident que Wingard paye un énorme hommage à cette période, aussi bien en termes donc de narration, puisqu'on retrouve pas mal de thématiques qui sont dans les Showa, la façon dont ils traitent Mothra, par exemple, avec la tribu, etc. It was at this moment that he knew. He fucked up. Spoiler, mais c'est dans la promo, ils ont tout dit. Franchement, j'allais te dire, ce qu'on le dit, mais bon, allez, vas-y, c'est bon. Et aussi, même au niveau de la mise en scène, parce que d'un côté, t'as ces plans un peu en pied, on va dire, entre guillemets, où tu vois vraiment les kaiju
filmés comme des humains, l'un à côté de l'autre, dans le même plan, Voilà. discutés. Comme si c'était des mecs en Voilà, costume. ce qui est extrêmement ouais. ridicule, mais ce qui se passe aussi dans les films de la Showa, c'est-à-dire vraiment, on a c'est ce genre de conversations entre kaiju qui sont complètement anthropomorphisées. C'est ça qu'on dit, comme ça Oui, qu'on dit l'objectif. C'est-à-dire transformés un peu en humains, quoi. Ils ont vraiment une gestuelle humaine et ils discutent parfois même avec sous-titres quasiment. Et on voit ça aussi avec, par exemple, lamentation du petit Kong Junior, qui fait forcément penser à Minilla, qui est la version minuscule de Godzilla, qui est absolument horrible d'ailleurs. Voilà, big up à Captain Jim, qui est freelance pour nous et qui en fait encore des cauchemars la nuit, je crois. Et ouais, on a vraiment cette idée-là. Et aussi, cette façon de séparer complètement la partie humaine de la partie monstre, parfois. Et je pense à certaines séquences où vraiment, on a complètement du mal à se rendre compte de l'échelle entre les monstres et les humains, puisque, comme dans les films originaux, le but n'est plus de les filmer dans un univers urbain qu'on connaît tous, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, mais dans un espace à kaiju. Alors il n'y a pas de terre creuse dans les films de la Showa, mais en gros c'est dans un genre de terrain vague, quoi, avec des arbres, et puis d'un côté t'as les monstres qui sont filmés en plan, et d'un autre côté t'as les humains qui interagissent avec eux, et voilà, qui font mais bon, ils sont pas dans le même plan, quoi. Et là t'as vraiment des dialogues qui sont totalement dans la même, qui ont vraiment la même énergie, quoi. C'est le même modèle, sauf que, et c'est là que quand tu aimes ces films-là, alors évidemment avec un côté un peu kitsch, avec un amour un peu sincère, quoi, bah, tu peux pas t'empêcher de te dire que c'est dingue quand même qu'Hollywood en soit arrivé à foutre 150 millions de dollars dans ça, mais version XXL, quoi. Il y a presque un côté Vallée de l'étrange. Parce que ces films-là, si le côté kitsch fonctionne, c'est aussi parce qu'ils sont... Bah, certes, à l'époque, c'était pas non plus du gros Z, quoi, mais ça reste des films produits de leur époque, voilà, quoi, c'est des films populaires, mais dans le sens... en fait, c'est hyper difficile à comparer. Moi, tu vois, c'est un peu... Je suis beaucoup moins spécialiste de cette période-là de Godzilla que toi, mais c'est vrai que moi, ce qui me semble un peu malhonnête, parce que Wingard en parle beaucoup depuis le précédent déjà, en disant « Oh, mais quand même, c'est un peu le but, on revient au Godzilla un peu funky. » Alors qu'en plus, bon, au final, Godzilla n'est pas vraiment son sujet, puisque Kong l'intéresse beaucoup plus. Mais moi, je trouve ça un tout petit peu malhonnête dans le sens où, ok, tu peux faire du kitsch, tu peux revenir à un truc un peu Z, un peu rigolo, mais... À partir du moment où tu as effectivement le budget que tu as, le temps que tu as pour faire le film, ça ne t'empêche pas d'avoir une écriture un tant soit peu exigeante. En fait, tu peux faire un truc fun et généreux, mais qui soit quand même un peu construit et écrit. Et en fait, moi, c'est un gros problème que j'ai avec celui-là. Donc j'avais déjà sur le précédent qui pour moi traînait la patte pour pas grand chose, alors que tu sais que tu veux juste voir Godzilla et Kong se foutre sur la tronche, et ça mettait beaucoup trop de temps à arriver pour moi. Là, c'est moins le cas, effectivement, ça épure pas mal le récit. Mais la contrepartie, c'est que tu tournes en rond très très vite et c'est écrit vraiment. Je sais pas si c'est dû au fait aussi que là c'est le tout numérique qui amène ça, mais j'ai vraiment eu l'impression de voir un mauvais jeu vidéo pendant tout le long, puisque comme tu l'évoquais tout à l'heure, donc pendant que Kong va explorer la Terre creuse et découvrir du coup un royaume perdu avec d'autres singes qui ont été prisonniers là depuis très longtemps, la Terre creuse un de peu la comme Terre ça. creuse, d'ailleurs. Voilà. En fait, Godzilla donc comprend qu'il y a la même menace qui débarque et donc va juste passer le film à grind comme tu grinderais dans un RPG où tu te dis merde, je suis pas assez haut level pour me faire le boss de fin, et donc il va se faire des centrales nucléaires et d'autres kaiju pour se charger à bloc, d'où le fait qu'il soit rose dans ce film-là, pour pouvoir être assez surstuffé pour se faire le boss de fin. Et tu te dis, mais pour le coup, là, même voilà, c'est un truc que tu accepterais toi, limite, dans un mauvais RPG, mais là, de te mettre ça dans un film et de te dire, en fait, t'as vraiment juste des gens dans des sous-marins ou dans des hélicoptères qui font Godzilla est en train de faire un truc. Et à la fin, du coup, il arrive en tout rose en mode c'est bon, je suis prêt. Tu te dis, c'est quand même assez aberrant d'en arriver à un tel niveau de non-écriture pour un truc aussi quand même massif en termes d'échelle. Disons que le problème, c'est qu'avec le budget qu'ils ont, le côté, justement, comme tu dis, toujours plus, quoi, il aurait pu être mieux géré. Je pense à la fameuse énergie rose là où ils te disent vraiment il s'est surchargé. Alors en plus ça fait vraiment redite avec le Godzilla de la fin du deuxième, qui faisait référence au Godzilla de Godzilla versus Destoria qui est en train de mourir, du coup c'est une sorte de gigantesque bombe nucléaire à pattes, quoi. Et là il y a un peu la même idée, sauf que quand il utilise son fameux super pouvoir, il tire du feu par la bouche comme d'habitude, sauf qu'il est rose. Ouais. Donc tu sens pas que tellement le pouvoir la différence du rose est plus fort que le pouvoir du bleu. Mais voilà, je trouve que il y a une...
En fait, ils arrivent pas à trop te faire sentir la montée en puissance des Ouais. kaiju, et c'est un peu dommage. Alors que Kong, en plus, a son nouveau gantelet mécanique maintenant aussi pour péter des culs. Et tu te dis, ok, bon, c'est rigolo que vous fassiez une upgrade pour vos personnages dans votre suite, mais enfin, au bout d'un moment, ça ne suffit plus. Ce qui, moi, m'amène un peu à la deuxième question, qu'on a déjà un peu évoquée là, mais je pense que c'est l'important, c'est de se dire, ok, c'est généreux comme film, mais est-ce que ça suffit, en fait? Et c'est là où on n'est peut-être pas toujours d'accord, et où, en même temps, c'est là que c'est intéressant de parler d'un film comme ça un peu plus en profondeur, parce que bah, on a vu qu'on s'est bien marré devant Godzilla X Kong, mais il y a quand même la place de son réalisateur Adam Wingard là-dedans qui, moi, m'intéresse un peu, parce qu'on a peut-être déjà pas toujours le même avis sur ce cher monsieur. Tu veux peut-être commencer autour de lui. Oui, bah c'est un peu l'archétype du cinéaste indé qui parcourt tous les festivals de cinéma de genre, etc. Qui s'est fait très très remarquer pour ses sketchs pour l'anthologie VHS et surtout pour Your Next, qui est moi un film que j'aime beaucoup, qui est une sorte de home invasion. C'est sympa, quoi. Voilà. Et qui s'est retrouvé sur des méga projets, voilà, notamment, vous vous souvenez tous avec Mélancolie du Death Note de Netflix, un grand moment de cinéma, et qui s'est retrouvé sur ces films, sur le troisième, après donc Gareth Edwards quand même, il fallait, et Michael Dougherty, qui a Avait bien fait du mal déjà au truc très vite, donc bon. ouais. Là, en fait, quand t'aimes vraiment la mythologie, tu te dis ah c'est cool parce que c'est tout ce que je voulais voir, et de l'autre côté tu te dis ça aurait pu être un peu mieux fait. Il pourrait ne pas pleuvoir dans cet univers, par exemple. Il pourrait ne pas faire nuit tout le temps. C'est ça. Et ouais, du coup, la manière dont la franchise a avancé, je trouve que c'est plutôt cohérent de l'avoir engagé lui, mais il faut reconnaître, et tu vas enchaîner là-dessus, que sa mise en scène n'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre d'un tel spectacle. Bah, moi, j'ai un vrai problème avec Wingard. Alors déjà, bon, je vous renvoie à ma vidéo sur le projet Blair Witch, mais j'adore le projet Blair Witch. Et le fait qu'il ait fait le putain de Blair Witch de 2016, qui est l'un des trucs qui m'horripile le plus au monde. Vraiment, il y a peu de films. Non, c'est vraiment une immonde merde, même s'il a 3 sur 5 sur écran large, ce que vraiment je ne soutiens pas du tout comme note. Mais c'est pour moi l'un des pire film de sa génération dans le domaine, et en partie parce qu'en fait, il avait avoué lui-même que le fan footage, ça l'amusait pas, il avait pas envie d'en faire, et... T'as raison. Et bref, on en pense ce que tu veux, mais tu fais pas la suite du fan footage séminal en disant j'aime pas le fan footage et j'ai pas envie d'en faire un. Et j'ai un peu l'impression que parfois il y a un peu ce même problème là quand même sur ces Kaiju Ega, où tu te dis mais est-ce qu'il aime vraiment le Kaiju Ega en fait, parce que il fait ça sans jamais rendre ça gigantesque et plaisant à regarder, alors qu'en plus maintenant il te vante le fait que c'est filmé en IMAX, qu'il y a le format qui va avec et tout ça, mais moi je vois Godzilla X Kong, mais c'était déjà le cas sur le précédent, et je me dis mais à aucun moment j'ai l'impression d'un gigantisme que tu ressentais à fond chez Edwards, et même d'une certaine façon un peu dans le 2 quand même. Là je me dis effectivement à filmer tout en pied pour rendre hommage à la période Showa, ok, c'est rigolo de faire comme si les mecs étaient dans des costumes, mais ça n'est jamais gigantesque, et surtout je n'ai aucun putain de rapport d'échelle avec les humains, parce que comme tu le dis, en fait, tu vois souvent les humains, et moi il y a une scène que je trouve caractéristique quand ils découvrent qu'un avant-poste dans la Terre creuse a été attaqué par Scar King et sa troupe, et qu'en fait juste ils voient une marque du mec sur le mur et ils font oh là là, il y a ça, et en fait t'as vraiment l'insert sur la marque au mur, et eux, et tu te dis du coup je sais pas du tout quelle taille fait la main et quelle taille fait le singe par rapport à eux, et il faut attendre limite le moment où la petite fille retouche le doigt de Kong comme dans le précédent pour que tu te dises ah oui c'est vrai que Kong est quand même très très grand dans ce film. Et c'est insupportable je trouve de te dire je ne comprends jamais quelle taille font les titans par rapport aux humains et par rapport aux éléments qui est autour d'eux en fait. Oui, il est plus intéressé par les titans que par leur mise en scène finalement. Et c'est vrai que c'est un peu dommage. Moi je pense surtout, cette partie-là me dérange moins parce que justement je trouve que la nostalgie de la... En fait c'est tellement assumé de séparer les monstres et les humains, au point d'ailleurs qu'il reprend une technique visuelle qu'il utilisait sur Your Next pour les personnages humains. Donc Your Next qui est un home invasion, hein. On n'est pas vraiment sur la même échelle pour filmer les humains dans celui-ci, donc ce genre de flou sur les bords. Alors je sais pas quelle lentille il utilise, ça va pas être très très loin de ce qu'a fait Snyder sur Army of the Dead d'ailleurs. Ce qui est quand même un choix hyper curieux pour un Kaiju Ega, enfin vraiment drôle d'idée. Donc ouais, vraiment ce qui m'intéresse c'est les gens dans le cadre plutôt que la mise en scène de l'action. Ouais. Et c'est un peu ça qui me dérange, notamment dans le climax, où bah en fait le problème c'est que à une certaine époque on pourrait dire, par exemple Roland Emmerich, on pourrait lui pardonner certains écarts en se disant que finalement le vrai Kaiju Ega aux États-Unis c'est pas exactement une religion quoi, alors que
là est passé Gareth Edwards et surtout Guillermo del Toro, qui ont montré que on peut vraiment mettre un côté ludique et des idées vraiment malignes dans la mise en scène de combats de gros monstres. Et c'est vrai que c'est un peu un acte manqué, il s'amuse avec des données de scénario, donc la zéro gravité, le truc de glace à la fin, etc. Mais ça va jamais au-delà de l'idée, quoi. Alors ça, c'est pour moi, il c'est un vrai n'exploite problème. jamais vraiment l'idée. Alors que je trouve que dans le climax du dernier, et c'est une des choses qui m'avait plu, il y avait quelques plans qui m'avaient amusé. Il y avait notamment une sorte de plan séquence qui partait de méga uppercut de Kong dans la gueule de Godzilla, qui descendait jusqu'au centre de la Terre. Enfin, l'idée même, tu vois, te fait plaisir. Tu fais, j'aime. Et je trouve qu'il n'y a rien de tout ça dans le climax du dernier, où tu fais, bon, alors c'est machin qui tape machin, puis machin il tape machin, puis lui il est baillant sa rayon sur truc, et puis je sais pas quel MacGuffin est utilisé pour buter le méchant à la fin, et bon. Mais c'est ça. En fait, là où je suis d'accord, c'est qu'en plus, tu vois, il y a quelques passages où, comme toi, je me suis dit, ah tiens, ça c'est rigolo, et notamment le passage en zéro gravité qu'il y a dans le climax, où tu te dis, surtout faire ça avec des trucs qui font plusieurs dizaines de mètres de haut, c'est quand même. Enfin, Godzilla qui se dépatouille dans le vide avec ses grosses jambes, là, c'est un peu rigolo quand même. Mais effectivement, tu dis, c'est toujours au niveau de l'idée. Il y a même, dans la Terre creuse, même au-delà des scènes d'action, il y a ce passage assez rigolo avant qu'ils arrivent chez Scar King, où Kong passe une falaise en traversant un pont qui est constitué en fait de la colonne vertébrale d'un ancien monstre qui est là, et je me dis ça c'est drôle, mais fais-en vraiment quelque chose. Enfin tu vois, c'est vraiment il le passe et il te le fait remarquer en 2 plans et c'est fini en fait, et tu te dis mais putain amuse-toi, t'as des trucs, voilà, t'as d'énormes monstres et plein de possibilités de morts rigolotes et de trucs comme ça, fais-moi plaisir. Parce que pour le coup, limite ce que l'Island faisait avec un peu plus d'aspect ludique qui était, voilà, qui par instant m'amusait un petit peu. Là, je trouve que c'est quand même assez chiche régulièrement sur des trucs comme ça. Même le méchant, qui du coup lui aussi a d'ailleurs un fouet en colonne vertébrale, c'est rigolo 2 secondes, mais il en fait jamais grand chose, si ce n'est pour envoyer un building sur Kong dans le climax. Mais ça arrive une fois en fait, et tu te dis mais renouvelez votre truc, enfin faites quelque chose. Et je trouve vraiment que le film peine d'un point de vue même de sa générosité supposée à être vraiment dans un truc qui tienne sur la durée. Et je trouve ça bien que tu parles de Del Toro, parce que pour m'être rematé des scènes de Pacific Rim qui restent un absolu chef-d'œuvre et personne ne le comprend assez ce film, en termes de réal, c'est justement tout ce que ne fait pas Wingard en fait. C'est-à-dire que déjà t'es vraiment d'un point de vue humain tout le temps, c'est-à-dire que même quand t'es à hauteur de robot, c'est toujours avec la lourdeur qui est ressentie. Tu sais que c'est parce qu'il y a des gens dans le robot, donc tu ressens aussi ça, le fait d'être de leur point de vue à eux, et t'as toujours, dans tous les putains de plans de Pacific Rim, même dans les séquences où c'est le plus compliqué, t'as toujours un élément pour te rappeler l'échelle. Dans la première séquence, même s'ils sont dans l'eau et qu'il y a un putain d'iceberg derrière eux, t'as un petit bateau qui te permet de te dire ok, le robot il fait cette taille là et le monstre il fait cette taille là, et en fait c'est nécessaire tout le temps. Et là, à part des fois te mettre des arbres qui sont écartés d'un revers de main par les personnages, tu ne sais jamais quelle taille font les titans, et je trouve ça assez insupportable pour un truc qui veut être vu sur grand écran dans les meilleures conditions possibles. Je me dis merde, c'est ça la base de ton concept quand même. Mais encore une fois, c'est cohérent avec ce à quoi il fait référence, mais je pense que du coup, en y réfléchissant, en discutant, je me rends compte que tout le problème qu'il y a derrière, c'est est-ce que tu peux vraiment faire un hommage à un tel style de film avec un si gros budget, un si gros studio derrière, de si gros moyens. En fait, si jamais tu veux vraiment faire un hommage à la Shoah, construis des maquettes, mets un mec dans un costume et fais-lui écraser des maquettes. Digitalise pas un monstre de 150 millions de dollars pour le foutre en zéro gravité, le faire gesticuler et pas mettre une once de mise en scène dans le process, quoi. C'est ça le problème, finalement. Et les faire courir comme des gamins de 5 ans dans le climax en même bonjour, où tu ressens plus la lourdeur. Moi, c'est aussi le truc, tu vois. Je sais que là aussi, c'est plus ou moins voulu par Wingard, mais enfin, la lourdeur des personnages est quand même fait aussi partie de leur truc, tu vois, et là je sens jamais le poids des choses, et je pense que c'est aussi pour ça que finalement ils se raccordent de manière un peu facile à des monuments que tu connais pour te mettre pour te les mettre dans les scènes majeures dans le film, parce que oui, t'as besoin des pyramides pour te dire ah oui, quand même Godzilla il est grand, quoi, et que il peut tirer avec son souffle laser sur une pyramide de Gizeh, et c'est un des rares moments d'ailleurs où je me dis oh, c'est rigolo, tu vois, là il se passe quand même un truc. Donc ouais. Après peut-être aussi que bon, forcément on est peut-être un peu plus dur aussi avec ce film-là, parce que il arrive après Godzilla Minus One, qui est effectivement, bon là comme tu le dis, tellement dans une autre dynamique, dans l'envie aussi d'anoblir à nouveau Godzilla, de le renvoyer à ce qu'il était en tant que métaphore du trauma de la Seconde Guerre mondiale pour les Japonais, de le renvoyer à vraiment sa force symbolique avec quelque chose de beaucoup plus dramatique et voire tragique, et qui d'ailleurs renvoie là aux origines aussi de la Seconde Guerre mondiale, en revenant
à cette époque-là aussi. Et en même temps, est-ce que c'est ça aussi le truc? Est-ce qu'en allant voir Godzilla X Kong, tu sais que c'est une autre dynamique, et est-ce que c'est peut-être pas ça avant tout qu'il faut accepter aussi? Oui, absolument. D'ailleurs, ce qui fait que Godzilla c'est fascinant, je le dis en tant que personne qui est vraiment fascinée par le personnage, c'est justement qu'il ne s'agit pas d'une entité figée. Sur 50 ans de vie, il lui est arrivé des tas de trucs. C'est devenu une mascotte pour gosses, un symbole nucléaire, mais aussi un pur monstre de film d'horreur. Enfin, vraiment. Il est passé par toutes les étapes, c'est même devenu un dinosaure pour Emmerich. Donc vraiment, tout est possible, quoi. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu galvanisant d'avoir les deux versions coexister sur le même plan par deux studios différents, et c'est d'autant plus ironique que ce soit Hollywood qui soit revenu à la version débile. Un peu bêta, ouais. Voilà, et que ce soit les Japonais qui soient revenus à une version beaucoup plus pas premier degré du coup, mais qui sont revenus aux origines du mythe, quoi. Moi d'ailleurs, je terminerai peut-être là-dessus, parce qu'il y a eu une featurette qu'IMAX a faite pour autant vanter les mérites de Minus One que de Godzilla X Kong, en mettant Takashi Yamazaki en face de Adam Wingard, et où chacun parle de leur vision de Godzilla et du fait qu'ils adorent le film de l'autre. Et bon, peut-être que je suis de mauvaise foi, mais tu sens vraiment qu'Yamazaki essaie quand même de mettre les formes pour dire bon, ton film il est quand même pas terrible, Wingard, mais je vais quand même en dire que c'est pas mal. Mais tu sens que oui, c'est de ce dont il te parle au fond. Et même si tu sens que ça fait le gros bullshit marketing, ils ont quand même envie de te dire au fond, ces deux versions de Godzilla existent, et c'est bien qu'elles puissent être ensemble, et qu'on puisse faire limite un double programme Minus One, Godzilla X Kong, ce qui peut être un truc en soi. Et c'est vrai que par rapport au précédent, moi j'ai pris un plaisir certain dans la connerie du truc. Après, peut-être parce que j'acceptais déjà que ça allait être comme ça. Et du coup, moi j'ai trouvé c'est très perfectible, c'est très mal filmé. Mais dans le plaisir généreux de blockbuster débile, je trouve que c'est quand même clairement ce qu'on a vu de mieux dans le genre depuis un petit moment. Ouais, c'est toujours plus marrant qu'un truc à IP où le but c'est plus de te faire des scènes de destruction, mais d'aligner les personnages connus pour que tu regardes ta montre et tu fasses c'est quand ça termine, quoi. Ouais. Là, au moins, c'est généreux. Ouais, et ça dure moins de 2 heures, et mine de rien, c'est aussi un petit plaisir, un truc un peu ramassé comme ça, et qui a le mérite de vite enquiller les scènes d'action. Ça marche plutôt pas trop mal. Absolument. Voilà, c'était notre petit avis sur Godzilla multiplié par Kong, qui mérite bien son nom finalement, si on le dit comme ça. N'hésitez pas, si vous voulez plus de vidéos du style, plus de débats qu'on a essayé de faire plus courts pour que le monteur là-bas ne nous frappe pas. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, mais aussi sur le site, un abonnement premium qui vous permettra de nous soutenir financièrement, et aussi d'avoir accès à plein de super articles exclusifs. On va d'ailleurs en faire un probablement sur ce Godzilla, je pense. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut! Salut!